C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est imminent. Bonjour à tous, l'élection présidentielle, nous y sommes, enfin presque, le premier tour c'est le 10 avril. D'ici là, on vous propose Et maintenant 2022, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine de campagne. Vous connaissez désormais le principe par cœur. Hashtag Et maintenant 2022 si vous voulez réagir. Aujourd'hui, et comme à chaque fois, nous avons des invités intelligents, des invités qui ont plein de choses à dire. Je vous les présente. Autour de la table aujourd'hui, Nicolas Doménac, bonjour. Bonjour. Éditorialiste à Challenge, auteur du livre Macron, pourquoi tant de haine? Ça paraît aux éditions Albin Michel. En face de vous, Mathilde Sirot, bonjour. Bonjour. Journaliste politique au Point, vous suivez Emmanuel Macron, vous nous direz peut-être quand va donc se déclarer candidat le chef de l'État. Pierre Jacquemin, bonjour, vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard, La gauche grand remplacé, c'est le titre du dernier numéro. Et puis Emmanuel Voguet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général The Progressive Company. Dans cette émission, on parlera du bras de fer Marine Le Pen, Éric Zemmour. Mais que diable est-il en train de se jouer à la droite de la droite? Peut-être l'après 2022. On parlera aussi de la gauche, mais que diable peut-elle espérer avec autant de divisions? À quoi joue par exemple Fabien Roussel, le candidat communiste? Et puis nous nous pencherons aussi sur la campagne de Valérie Pécresse. Mais que diable attend-elle pour décoller? C'était une semaine, vous l'aurez compris, plutôt chargée en interrogations. Mais d'abord, il se fait attendre, tellement attendre que les autres candidats multiplient les attaques pour le forcer à venir dans l'arène. Lui, c'est Emmanuel Macron, président-candidat, candidat-président. Entre crise en Ukraine et crise au Mali, il considère que le moment de se déclarer officiellement n'est pas encore venu. Écoutez le porte-parole du gouvernement à ce sujet, Gabriel Attal. Président, il a président Poutine, président ukrainien, ses homologues européens tous les 3 jours au téléphone pour avancer vers la désescalade. Le président, il travaille avec le gouvernement sur l'allègement des restrictions dans un contexte où on a encore énormément de cas positifs chaque jour. Moi, je pense que les Français ne comprendraient pas que là, dans ces jours-ci, le président s'exprime sur la campagne électorale. Et je vais vous dire, moi, je ne considère pas que ce soit un avantage pour nous. Au contraire, oui, c'est peut-être un handicap de ne pas pouvoir se mettre en campagne tout de suite quand vous avez des oppositions. C'est normal, en même temps, elles ne sont pas aux responsabilités, qui passent leur temps à ça. Un handicap, vraiment, Nicolas Doménac? C'est pas vraiment un handicap, non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même plutôt un gros avantage, mais en même temps, c'est le cas de dire, parce qu'il occupe une position de président de la République, président même de fait de l'Europe, et qu'il y a une situation qui le met en président protecteur, ce que souhaitent les Français, et en président acteur aussi, en matière diplomatique, on le verra, et en matière épidémique, il y a une attente au fond, de revenir à une vie qui soit une vraie vie. Et donc, là-dessus, il joue un rôle important. Sur l'épidémie. La droite, d'ailleurs, l'accuse de surfer. Oui, elle peut toujours l'accuser, ça n'imprime pas. Hein. Pierre. Oui, alors il surfe, mais en même temps, on ne peut pas reprocher au président de la République de faire son boulot. La raison pour laquelle il a été élu jusqu'au bout, c'est-à-dire que les 5 ans de ce quinquennat, elles se terminent en avril prochain. Donc, j'entends, et c'est le jeu politique, que des oppositions, y compris la droite, que je ne considère pas être nécessairement de son opposition, parce que je cherche toujours ce qui distingue véritablement Macron de la droite. Mais il y a un inconvénient à se déclarer trop tard pour Emmanuel Macron aujourd'hui? Je crois en tout cas qu'il y a un jeu, ou peut-être même un accord implicite, je ne suis pas dans le secret des dieux, entre Marine Le Pen et M. Macron, mais je sens bien qu'effectivement il y a un accord tacite entre les deux à essayer de faire en sorte que la campagne démarre le plus tard possible. Quand Mme Le Pen nous explique qu'elle refuse de faire un débat si M. Macron n'est pas là, sachant que l'entourage de M. Macron a déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas participer à un débat de premier tour, on se dit qu'effectivement les deux ont intérêt à jouer ce jeu où ils se font oublier pendant la campagne plutôt que effectivement on étale sur l'espace public les oppositions qui seront toutes concentrées contre M. Macron. Donc je pense qu'effectivement les deux ont intérêt à démarrer la campagne le plus tard possible et c'est ce qui est en train de se passer. Mathilde, vous êtes d'accord? Il y a un accord tacite entre Le Pen et Macron, en quelque sorte? Alors peut-être qu'effectivement, Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen, ont tout intérêt à ce que cette campagne démarre le plus tard possible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron, évidemment, il a tout intérêt aussi à capitaliser sur sa stature de chef de l'État. Donc de fendre l'armure le plus tard possible. Et on sait que avant lui, tous les présidents sortants qui se sont représentés l'ont fait très tardivement. On rappelle que, par exemple, François Mitterrand, alors c'était certes une autre époque, il s'est déclaré 33 jours avant l'élection. On est à 65 jours du premier tour. Il y a un contre-exemple. Il y a le contre-exemple Sarkozy, qui dira après 2012, il m'a manqué 2 semaines de campagne pour doubler François Hollande. Lui aussi avait choisi comme stratégie de se déclarer tard. Pour l'instant, Emmanuel Macron, il est
favori. Il a une avance certaine sur ses concurrents. Donc c'est aussi pour lui le signe qu'il n'a pas d'urgence à précipiter une entrée dans l'arène. Vous êtes d'accord, Emmanuel ? Entièrement d'accord. La grosse différence pour les oppositions au président de la République, c'est le timing. Première fois qu'une élection présidentielle va se dérouler aussitôt. Et l'intérêt pour Emmanuel Macron par rapport à Nicolas Sarkozy en 2012, c'est qu'il est très en avance dans les sondages, alors que déjà fin janvier, Nicolas Sarkozy a accusé un retard certain face à François Hollande. Donc pour Emmanuel Macron, tout le temps qu'il passe de campagne dans lequel il ne descend pas dans l'arène, puisque, comme l'a dit Pierre très justement, il va être au centre de toutes les attaques. C'est du temps de gagner. Évidemment. Et en plus, quand vous avez raison, Nicolas, quand vous parlez de protection sur la scène internationale, de protection sanitaire, mais tout ça, finalement, en creux, c'est la réponse d'Emmanuel Macron au thème principal de la campagne, qui est la sécurité. Tout ceci touche à la sécurité. Emmanuel Macron fait campagne sans faire campagne. Sans le dire. Pas sans le dire, en assumant son rôle de chef de l'État. Alors justement, il était en déplacement dans le Nord, c'était mercredi. Nos confrères de la Voix du Nord lui demandent « Mais quand diable, Emmanuel Macron, allez-vous vous déclarer précisément candidat ?» Réponse d'Emmanuel Macron « Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important alors que nous avons effectivement une crise à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective ». Fin de citation. Emmanuel Macron qui rencontrera d'ailleurs Vladimir Poutine ce lundi. À quoi ça sert finalement qu'il attende autant Emmanuel Macron? On sait qu'il sera candidat finalement, Nicolas. Non, mais il y a le mot magique que j'ai oublié de prononcer, c'est autorité. Là, il y a une façon au fond, de continuer à l'établir, à l'instituer, alors qu'autour de lui, ça s'agite et que personne n'a l'incarnation suffisante face à ça, n'a la dimension encore pour l'instant. C'est au fond le vrai problème de tous ces opposants. Le régalien, c'est ça? Mais oui, c'est les régaliens et au fond, quand on les regarde, tous ces opposants, tous ces concurrents, tous ces prétendus rivaux, on voit qu'il n'y en a pas un qui a de la hauteur pour l'instant. Alors donc, il continue. Il y aurait tort de se priver. Il y a un risque de trop gérer finalement son avance dans les sondages, Pierre? C'est un risque parce qu'effectivement, il est quand même exceptionnellement haut aujourd'hui dans les intentions de vote. En tout cas, quasiment tous les instituts le placent entre 23, 24, 25% au premier tour. Il est en campagne, personne n'est dupe, on le voit quand il va dans la Creuse où il va parler de précarité, qu'il va parler de services publics, qu'il va parler de désert médical, quand il va dans le Nord, effectivement, parler d'immigration et effectivement aller sur le terrain de l'extrême droite. C'est lui qui impose les thèmes, ses propres thèmes, c'est ça? Le fait est que, comme je pense qu'il est en campagne, effectivement, c'est lui qui choisit les thèmes. Il va dans la Creuse pour parler de désert médical, il va dans le Nord pour parler d'immigration et faire écho à l'électorat de Marine Le Pen et de M. Zemmour, parce que, évidemment, lui, son intérêt, il a absolument besoin qu'au second tour, il se retrouve face à Marine Le Pen. Pourquoi? Le principal danger pour lui, c'est Valérie Pécresse, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est que Valérie Pécresse pourrait être celle qui incarne une alternative, en tout cas à ce stade crédible, vu les sondages qui nous sont donnés, à Emmanuel Macron. Et je pense qu'il incarne, en tout cas, il projette sur lui un nombre de mécontents, pour ne pas dire de haine parfois, d'un certain nombre d'électeurs de l'extrême droite, de la droite, mais aussi d'une partie de la gauche, et que donc ça risque effectivement pour lui d'être le principal enjeu, c'est d'avoir Marine Le Pen face à lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être y a-t-il un accord tacite entre les deux pour que Marine Le Pen ne perde pas totalement la face, parce que si elle n'arrive pas au second tour, je pense que c'est... Déjà, si elle arrive au second tour, je pense qu'elle aura des difficultés à être présidente de la République, mais sa carrière politique en dépend aussi. Et je pense que c'est aussi le pari de M. Zemmour de faire en sorte qu'elle n'arrive pas et qu'elle n'atteigne pas le second tour. En attendant, en tout cas, l'officialisation de la candidature Macron, on a parfois l'impression que les autres candidats n'osent pas vraiment entrer dans la campagne. Du coup, ça nous donne pour le moment une campagne qui ronronne un peu, une campagne que certains qualifient comme ça. Écoutez. Les projets, les propositions, ça n'accroche pas. C'est une campagne Tefal. On a le sentiment que tout glisse auprès des Français, qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment forts et structurants. Et dans les personnalités non plus, moi ça me frappe beaucoup quand vous regardez l'image des candidats auprès des Français, elle est relativement médiocre. Mathilde, est-ce qu'Emmanuel Macron ne fait pas tout finalement pour que la campagne ne prenne pas ? Il les énerve tous, c'est sûr, parce qu'on sent bien que ses adversaires n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils soient dans la compétition pour en faire leur cible, même si c'est déjà le cas en réalité. Brice Teinturier, il a eu la formule de cette campagne. On peut quand même le dire, la campagne Tefal, la campagne qui n'accroche pas, c'est clairement ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté, à part Éric Zemmour qui avait fait cette percée à l'automne, qu'il n'y a pas vraiment de propositions qui retiennent l'attention et qu'on sent finalement... Est-ce que c'est de la faute d'Emmanuel Macron ?
Le fait qu'il retarde comme ça son entrée dans l'arène. La question, c'est est-ce qu'effectivement, une fois qu'il sera dans la compétition, est-ce qu'il y aura un intérêt plus fort, une campagne plus active que maintenant? Je pense que oui. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs raisons à cet état et à cette campagne un peu paresseuse qu'on vit actuellement. Et c'est aussi la crise sanitaire, le virus qui a fait qu'aujourd'hui, ça a pris une énorme place dans nos préoccupations. Et donc, ça retarde d'autant plus les débats présidentiels. Il refuse de rentrer dans l'arène. Il refuserait même de participer à un débat télévisé. Est-ce qu'il y a là un déni de démocratie de la part du chef de l'État? Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. Mais alors vraiment, vraiment pas d'accord. C'est un duel. D'un côté, on a Nicolas, de l'autre, Emmanuel. 45 secondes chacun pour dérouler vos arguments. Nicolas, vous commencez. Oui, c'est un déni démocratique pour vous? Oui, moi je crois qu'il faut démocratiser notre monarchie républicaine. Donc tout ce qui est possible dans ce sens-là, il faut s'en servir. Donc ça serait inédit. C'est inédit que le président de la République descende dès le premier tour, consente à un débat. Alors, il faudrait des débats, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un débat de 1 contre 10. Mais des débats, des confrontations, il les faut. C'est indispensable. Il vous reste 21 secondes. Ah non, il me reste encore 21 secondes. Non, mais j'en profite pour dire en plus que je ne crois pas du tout à l'histoire de la poêle Tefal, que ça n'accroche pas. Je crois qu'il y a des choses qui accrochent dès maintenant. Je veux dire, Zemmour, il a accroché une personnalité. Et ceux qui ont accroché une absence de personnalité, ça sera peut-être l'occasion qu'ils l'accrochent dans le débat. Mais je veux dire, Valérie Pécresse, elle n'accroche pas, mais peut-être que là. Parfait. Merci beaucoup. Emmanuel, votre réponse, 45 secondes. Pour vous, eh bien, ce n'est pas un déni démocratique? Non, c'est pas pour moi pas un déni de démocratie parce que d'abord, il n'a aucun intérêt à le faire, donc il va pas se prêter à ce jeu-là. Ensuite, je pense pas fondamentalement que le débat serve à éclairer les Français sur les propositions des différents candidats. Les débats servent les médias, et c'est tant mieux, à avoir un show. On descend très souvent à un niveau qui n'est franchement pas au niveau d'une présidentielle. On n'a pas le temps. Il vaut mieux avoir des émissions de chacun des candidats qui déroulent leur programme sur du temps long, à condition qu'en télévision on puisse encore aujourd'hui avoir du temps long, plutôt que d'avoir un débat où on va aller chercher la punchline, où on va aller chercher l'affrontement, où on va chercher à mettre de l'huile sur le feu. Moi, je préfère que chacun vienne et présente son débat. Je suis d'accord sur l'histoire Tefal. Je pense que, pardon, mais là, ça n'a plus rien à voir avec le sujet, mais je voudrais rebondir. L'absence d'Emmanuel Macron fait qu'au contraire, ça a fait émerger toutes les radicalités. Vous avez dépassé votre temps de parole, Emmanuel. Vous serez sanctionné, Je serai sanctionné du temps de parole que j'ai déjà pris. Lequel des deux vous a le plus convaincu? Déni de démocratie ou pas? Moi, je partage l'avis de Nicolas, et notamment parce que je me souviens du premier débat de premier tour. C'était inédit aussi en 2017. Il y a eu un débat, on a vu émerger des personnalités. Je me souviens notamment à gauche l'impact que ça a eu. C'est le moment où se croisent les courbes entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que ce débat est révélateur à la fois évidemment d'une personnalité, d'une incarnation politique, mais aussi d'une proposition politique, d'un projet politique. Vous parliez tout à l'heure, il n'y a pas de proposition qui émerge dans le débat public. Je pense qu'on attend moins dans une campagne présidentielle d'avoir un catalogue de propositions qu'une perspective. Et M. Zemmour a réussi effectivement à tracer sa perspective, même si je considère que ce n'est pas une perspective tangible, crédible. Mais je pense que c'est ça l'enjeu de l'élection présidentielle, et le débat est absolument nécessaire pour cela. Est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à le faire? Sans doute pas. Mais qu'est-ce que l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron va changer, Mathilde, selon vous? Eh ben, on aura. Parce qu'on sait qu'il est candidat, on le sait bien. Évidemment, mais qu'est-ce que ça va changer au niveau des grands enjeux, des thèmes, du tempo peut-être de cette campagne? Eh ben, une fois qu'il sera candidat, on évoquait ces déplacements, par exemple. Ces déplacements de candidats n'auront rien à voir, ou presque, avec ceux de président. On va le voir dans des meetings, on va le voir à la télévision, dans les médias. Informations peut-être. C'est une campagne classique, on la voit pour tous les candidats. Donc ça va quand même changer aussi la perception des électeurs et l'intérêt qu'on aura tous pour cette campagne présidentielle. Emmanuel? Évidemment que tout change à partir du moment où il est candidat, même s'il est déjà en campagne, à partir du moment où il fait acte officiellement de candidature. Je suis entièrement d'accord avec Mathilde, la perspective est totalement différente. Là, il agit
ès-qualité, c'est le chef de l'État, c'est pas Emmanuel Macron. Donc c'est pas la même chose quand on s'adresse au candidat Macron que quand on s'adresse au chef de l'État. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense moi qu'il ira le plus tard possible, tant que ça ne dévisse pas dans les sondages, parce que le danger c'est que si il commence à prendre le toboggan, là en revanche pour remonter à un mois du premier tour, ce sera beaucoup plus compliqué. Ce qui va changer surtout, c'est qu'il nous dira pourquoi il veut être candidat, pourquoi il veut continuer à gouverner la France pour 5 ans. Donc il le fait déjà un peu. Évidemment, il sème déjà des indices. Il va présenter une vision et à partir de là, il y aura aussi un débat qui va s'engager sur Emmanuel Macron. Stop ou encore, en fait. Non, mais c'est ça l'essentiel. C'est plus le Père Noël là, qui fait d'ailleurs très très bien en allant partout, distribuant les picaillons. Là, il faut qu'il trace non seulement une perspective, mais qui nous projette dans un imaginaire après avoir, au fond, rompu le fil du lien qui le lie aux Français depuis le début, depuis qu'il a été élu. Il faut qu'il réinvente un récit qui s'inscrive, au fond, dans un futur. Pour l'instant, on n'a pas ce récit-là. Donc. Les grandes manœuvres à la droite de la droite, c'est notre deuxième thème. Le mercato a continué cette semaine, toujours dans le même sens d'ailleurs, de Marine Le Pen vers Éric Zemmour. Après le ralliement de Gilbert Collard et celui probable de Marion Maréchal, une élue RN de PACA et une eurodéputée ont à leur tour rejoint les rangs de Reconquête. Alors après quoi courent-ils tous comme ça? Écoutez la réponse de Jordan Bardella. Écoutez, nous sommes à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle que certains souhaitent, parce qu'ils n'ont pas obtenu au sein d'une famille politique, changer de famille politique. C'est leur droit. Je regrette la méthode dans laquelle cela se fait, puisque les quelques personnes, je vous rappelle qu'on a 30 parlementaires, on a 3 parlementaires qui ont fait le choix de soutenir la candidature d'Éric Zemmour, partent sans passer un coup de téléphone. Je trouve ça particulièrement pitoyable et déloyal. Mais je pense que cette élection présidentielle ne peut se faire sur de la politique politicienne. Je pense que tout cela n'intéresse personne, que les Français attendent de savoir ce que nous allons proposer pour leur pouvoir d'achat, pour leur sécurité, pour arrêter l'immigration. Mais vous minimisez malgré tout Marine Non, c'est Le pas que je minimise, c'est que je pense fondamentalement que tout cela n'intéresse pas les Français. Emmanuel, est-ce que cette vague de départ n'humanise pas un peu, en quelque sorte, Marine Le Pen ? Bon, je ne sais pas si ça l'humanise, c'est pas ça la question. La question, c'est à quoi ça sert. C'est que clairement, Zemmour parie sur un double échec. L'échec de Marine Le Pen et l'échec de Valérie Pécresse. Et donc, il ne prépare pas l'après 2022, il prépare juin 2022. En se disant que cette explosion au moment des présidentielles fait que son moment arrive en juin, au moment des législatives. Mais le problème, c'est qu'il ne chasse que d'un côté, c'est-à-dire que son union des droites, il fait en fait la division des extrêmes droites. Là, vous parlez d'Éric Zemmour, mais moi j'ai vraiment m'intéresser, parce que ce que j'ai en tête, c'est clairement le match Chirac-Balladur en 95. Non, moi je l'ai vécu de l'intérieur, le match Chirac-Balladur en 95, je peux vous assurer que ça n'a strictement rien à voir. Parce que les courbes ont commencé à se croiser et Chirac a commencé à reprendre la main le 17 février. 95, au moment juste après le meeting de la porte de Versailles. Et le creux de la vague, c'était au mois de décembre 2014. Alors en revanche, c'était les mêmes méthodes, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy appelait un à un tous les parlementaires du groupe RPR à l'époque en disant on va vous promettre des circonscriptions, on va faire campagne pour vous et on se souviendra de ceux qui n'étaient pas avec nous, ceux qui sont pas avec nous sont contre nous. Donc c'était des méthodes identiques, mais avec le succès qu'on connaît. Mais je ne peux pas comparer les deux parce que Chirac représentait quelque chose électoralement dans le pays, ce que Zemmour ne représente pas aujourd'hui. Et encore une fois, sa capacité à dire « moi, je peux gagner » contrairement à Marine Le Pen, elle n'est pas prouvée puisque de toute façon, il n'est que jamais qu'un espèce, comme on dirait en économie, un spin-off du Rassemblement National. Marine Le Pen, en tout cas, elle contre-attaque dans une interview qui paraît dans le Figaro ce vendredi. Et elle tape très fort, Marine Le Pen. S'ils veulent partir, qu'ils partent, mais qu'ils partent maintenant et ne sabotent pas le travail des militants qui les ont fait élire et des électeurs qui leur ont fait confiance. Nicolas, pourquoi ils vont tous chez Zemmour? Moi, je trouve que, contrairement à ce qui a été dit, je trouve que cette offensive de ralliement, ou moi que je dis trahison d'ailleurs, fait qu'elle devient encore plus sympathique et ça l'aide à humaniser son image. Et cette interview du Figaro que vous évoquez, de ce point de vue-là, elle mérite d'être étudiée dans des années encore. C'est un coup de com', c'est un bon coup de com'. Formidable retournement de comment la force de l'adversaire
Prise de judo. Eh bien, voilà, je la retourne en ma faveur. Je veux dire, parce qu'elle stigmatise, au fond, tout ce qu'on lui reprochait avant, hein, le bruit, la fureur, toutes ces choses-là, la brutalité. Elle stigmatise son entourage. Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues puis reparties, remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Et quelques nazis. Et puis elle reproche même leur inélégance. Enfin, elle dit ils se réclament de la chevalerie, mais ils m'ont même pas passé un coup de fil pour. Ils n'ont pas eu cette élégance-là pour me prévenir. Moi, j'ai trouvé cette interview très, très habile, je veux dire très forte. Alors, est-ce qu'elle marquera, est-ce qu'elle ira au-delà de nos cercles d'observateurs? Je pense qu'elle avait déjà très, très bien réagi quand Marion Maréchal a annoncé qu'elle cesserait de le soutenir en la jouant sous l'émotion, sur la victimisation. Mais je pense que ça marque. Pierre, qu'est-ce qui se joue là? C'est l'après 2022 en quelque sorte, à la droite de la droite? Oui, je pense que personne ne croit et lui-même d'ailleurs ne le croit pas, que Éric Zemmour va être président de la République. Personne ne croit que Marine Le Pen ne va être présidente de la République. Elle y croit, elle, je pense qu'elle y croit. Donc je crois pas, bon, peut-être qu'elle y croit. Allez, on va lui donner ce bénéfice-là. Mais je crois en tout cas que ce qu'il se joue, c'est, vous l'avez dit, l'après. Mais c'est la stratégie d'Éric Zemmour qui interroge. Est-ce qu'il est là pour empêcher Marine Le Pen de passer le second tour, comme je le disais tout à l'heure, ou est-ce qu'il est là véritablement pour faire progresser le camp qui est le sien, le camp des patriotes, le camp de l'extrême droite? Je crois que son pari principal, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de personnes au Rassemblement national rejoignent Éric Zemmour, c'est qu'ils veulent fragiliser Marine Le Pen. Ils veulent la faire disparaître à jamais après 2022. Et elle dit d'ailleurs dans cette interview que c'est a priori sa dernière campagne. Sans doute ce sera sa dernière campagne. Et pour faire quoi? C'est la question. C'est le rêve depuis toujours de M. Zemmour, de M. Buisson, de M. De Villiers, de M. Ménard, c'est de créer cette fameuse union des droites. D'ailleurs, on l'appelle union des droites, mais c'est quand même plutôt l'union des extrêmes droites, même s'il y a quelques ralliés venant de la droite. Donc il faut quand même se rappeler un certain nombre de choses. Et puis quant à la suggestion que vous évoquiez en introduction d'humaniser Marine Le Pen, moi, ça me hérisse le poil d'entendre ça. C'est-à-dire que Marine Le Pen, ça reste Marine Le Pen. Et on voit dans les contre-attaques qu'elle envoie à M. Zemmour, qui va être présent ce week-end dans son meeting de campagne, Monsieur Orban, le même président qui un temps appelé à fusiller, ou en tout cas militairement à tuer des migrants qui rentraient sur le territoire. Monsieur Orban, dont on ne peut pas considérer qu'il est un grand démocrate européen. Donc ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen reste Marine Le Pen, même si effectivement elle a changé de discours, elle a changé de ton, elle a revu ses positions sur l'Europe, elle parle de social, elle parle de réforme de l'assurance chômage, de réforme des retraites. Rien n'a changé, Marine Le Pen. Il n'y a pas grand-chose qui distingue. Il n'y a pas grand-chose qui distingue Marine Le Pen de M. Zemmour. Nicolas, donc ce camp-là qui a vocation à se rassembler demain, tant mieux. J'aimerais être d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr, en tout cas, que la dynastie Le Pen disparaisse si vite. J'aimerais être d'accord avec vous, mais quand vous regardez de près les indices concernant ce qu'on lui reproche, est-ce qu'elle est antipathique, est-ce qu'elle écoute les gens, etc. Mais ce n'est pas le sujet, Nicolas. Non, attendez, laissez-moi terminer. Je ne crois pas que ce soit le sujet, qu'elle soit sympathique ou pas. Elle était très antipathique. Elle provoquait un rejet massif. C'est plus le cas. Ça ne veut pas dire qu'elle ait gagné en crédibilité de gouvernance, mais il n'empêche que son image a considérablement évolué, et en ce sens, Éric Zemmour l'a aidé, mais de manière magistrale. Donc, je ne vous dis pas qu'on peut considérer quelle est la stature de la présidence de la République de demain, mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que rien n'a changé. Elle a quand même perdu 10 points en une semaine sur les intentions des gens qui étaient sûrs d'aller voter pour elle. Elle a perdu 10 points, c'est quand même assez significatif. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne se remettra pas d'une énième défaite à l'élection présidentielle. Mais elle ira peut-être pas d'ailleurs ensuite, elle continuera pas. Elle restera en politique. Oui, mais du coup, la recomposition de l'extrême droite, elle se jouera entre le mois d'avril et le mois de juin. Pour les législatives. Oui, mais c'est-à-dire que là, dans quelques mois. Et moi, j'en suis intimement persuadé qu'Éric Zemmour fait ce pari-là. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'un nouvel échec fait exploser le Rassemblement national qui arrive à lui, qu'il parie également sur l'échec cumulé, c'est pour ça que je parlais de ce double échec de Valérie Pécresse. Zemmour est intimement persuadé qu'elle ne sera pas au second tour, qu'elle ne gagnera pas, et que donc LR va exploser et que lui n'aura plus qu'à attendre gentiment à récupérer les miettes. Pour l'instant, ce pari, il ne marche que d'un côté, c'est-à-dire sur l'aile droite, sur le Rassemblement national, parce que LR, ça tient. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mathilde, vous êtes d'accord? C'est peut-être le mois de juin déjà avec les législatives qui est en train de se jouer là aujourd'hui? On voit qu'il y a effectivement déjà la recomposition, la future recomposition. Est-ce que c'est
nouvelle? Est-ce que c'est effectivement une nouvelle étape de ce qui s'est passé en 2017? Dans quelle proportion, on ne peut pas encore l'anticiper, et tout dépend du résultat de la présidentielle. Mais c'est certain, je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite, c'est-à-dire il anticipe cette échéance-là. Effectivement, la défaite de Marine Le Pen, celle de Valérie Pécresse, avec un parti LR qui ne supportera pas non plus une nouvelle défaite, et qui pourrait exploser entre d'un côté son aile modérée centriste qui se rallierait à Emmanuel Macron, et de l'autre toute une partie de la frange plutôt ciotiste, identitaire, qui pourrait aller chez Zemmour si c'est effectivement s'il est le nouvel homme fort de cette extrême droite. Les amis, vous êtes en train de me dire qu'il y aura peut-être l'union des droites. Non, parce que moi je crois que Pécresse va gagner. Quel calcul sur la comète. C'est enregistré, Emmanuel, on vous ressortira ça. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de projeter, je veux dire, de calcul de troisième, c'est la quatrième niveau. Oui, mais sauf qu'on peut très bien penser aussi que tout ça, si ça explose, s'ils sont battus, aussi bien Marine Le Pen que Éric Zemmour, que Valérie Pécresse, eh ben vous aurez qui? Vous aurez Marion Maréchal, vous aurez Laurent Wauquiez, vous aurez tout un tas de personnalités qui vont s'imposer et qui ne sont pas ceux qui auront mené à la défaite. Je veux dire, et Éric Zemmour aura contribué avec les autres à la défaite. Donc ces calculs, moi je trouve, sont complètement absurdes. Et sur le fond, quand même, qu'on parle un peu du fond, il y a quand même une différence de fond idéologique entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, non, Nicolas? Moi, je pense qu'il y a je dirais pas une différence. De coups de com', je dirais qu'il y a quand même. Non, je dirais qu'il y a des modalités différentes. Il y a une amodiation chez Marine Le Pen, mais sur le fond, il reste fondamentalement sur des mêmes lignes, même si Marine Le Pen est plus, disons, plus proche du peuple, plus proche des revendications populaires sociales, etc., et plus libérale. On est plus libéral du côté sud de la France et de l'ancien. Voilà, bon, vous avez des oppositions comme ça, mais sur le fond de ce que sont ces extrêmes droites, elle reste dans un souveraino-nationalisme xénophobe qui, au fond, qui fait leur ciment. Pierre est d'accord, je crois. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, peut-être ce qui peut, c'est l'expérience aussi de la personnalité et de la trajectoire de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle développe un projet, un programme. Elle peut dérouter parfois parce qu'elle va expliquer que si elle est en capacité, si l'économie se porte bien, elle pourra ramener la retraite à 60 ans. Donc effectivement, elle envoie des signaux qui ne sont pas les signaux les plus... qui ne sont pas les fondamentaux historiques du Rassemblement national et le Front national. Éric Zemmour a une obsession. Et c'est ce qui d'ailleurs le décrédibilise dans cette élection présidentielle. Je me souviens de sa première intervention médiatique où il fait ce grand débat à la télé, il explique, il est interrogé sur l'écologie, il est interrogé sur le social, il dit mais arrêtez avec tout ça, moi c'est pas ça qui m'importe, mon obsession, enfin il dit pas mon obsession, mais ma priorité c'est le grand remplacement, c'est la question de l'islam, c'est la question des musulmans. Donc à partir de là, il peine à être un candidat crédible pour proposer une vision de la France. La principale nuance, effectivement, c'est Éric Zemmour est davantage sur la bataille des idées. Vraiment, il veut marquer les esprits, imposer ses thèmes. Il a un discours très fort sur la civilisation, alors que Marine Le Pen, on le voit, est davantage dans les propositions. Elle essaye d'avoir un vrai projet de société et de gouvernance pour le pays. Je pense que c'est vraiment la nuance qui existe entre les deux. Quant à votre notation rapide disant Marine Le Pen, ça sera sa dernière campagne, à mon avis, là aussi... il est parti à quel âge? Il est forcé, son père. Mais on sent il parle jamais vraiment. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais on sent quand même chez Marine Le Pen une certaine lassitude, l'envie de passer à autre chose. Il y a ça chez elle qui, effectivement, laisse entendre et qui aussi explique un certain nombre de départs du côté du Rassemblement national vers Éric Zemmour. Valérie Pécresse, pourquoi ça ne décolle pas? C'est notre troisième thème. Il faut se rappeler de Valérie Pécresse après sa victoire à la primaire LR. Certains sondages la donnaient victorieuse face à Emmanuel Macron au second tour. Et depuis bien, elle stagne à 15% environ dans les sondages. Évidemment, elle y croit encore. Écoutez-la. Tout ce que je dis que je vais faire pour le pays, je l'ai fait dans ma région. C'est ça, la politique par la preuve, et c'est ça, ma crédibilité par rapport aux extrêmes qui ne font que des dépenses, et par rapport à Emmanuel Macron qui ne fait aussi que des dépenses. Nicolas, Valérie Pécresse, pourquoi ça ne prend pas? Parce que c'est l'album Panini de la droite. C'est-à-dire qu'elle se colle toutes les vignettes qu'il y a eu à droite depuis qu'elle a réussi, d'ailleurs très très bien, sa primaire. Elle s'est collée Ciotti, elle s'est collée François Fillon, elle s'est collée Nicolas Sarkozy, elle s'est collée qui encore Laurent Wauquiez, elle s'est collée les centristes, Jacques Chirac. Donc on ne sait plus qui elle est.
On l'a perdu. Je veux dire, or, l'élection présidentielle, c'est pas j'embrasse de trucs, j'embrasse machin, etc. C'est je vais vers les peuples et je vous dis que j'existe et que j'ai vraiment une hauteur, une grandeur, une transcendance. J'ai établi un rapport individuel. Or, moi, là, vous voyez pas tout ça, là. Ça ne décolle pas. Deux invités ne sont vraiment pas d'accord, encore une fois, sur ce plateau. Ça nous fait un duel, ça nous fait un joli duel. D'un côté Pierre, de l'autre Mathilde. Pierre, pour vous, ça prend, en tout cas, ça va prendre. Vous avez 45 secondes pour nous expliquer. Mathilde, pour vous, c'est mal parti. Pierre, vous commencez. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, on l'a dit, il s'est fait élire sur un programme où il était sur du en même temps. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il faut un projet qui soit un projet de bon sens, comme la droite a l'habitude de le dire, parce que je suis convaincu qu'Emmanuel Macron est de droite. Et je crois que ce qu'il a réussi à remettre à l'ordre du jour dans cette campagne présidentielle, c'est qu'il y a véritablement un clivage droite-gauche. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les débats sont absolument nécessaires, parce que d'abord, Valérie Pécresse est plutôt bonne en débat. Je me souviens de la campagne des régionales, où elle s'est fait plutôt connaître aussi par sa pugnacité, son assurance, son aisance aussi à expliquer et à faire de la pédagogie sur les propositions qui sont les siennes. Et je trouve qu'elle a fait plutôt une bonne entrée en campagne. D'abord, elle a réussi à rassembler sa famille politique. Et puis, elle a un point stratégique qui me paraît être plutôt pertinent. On verra ce que ça va donner par la suite. Effectivement, là, elle est plutôt sur un plat, alors qu'elle a commencé sa campagne en étant plutôt sur une voie ascendante. Je crois, je mets pas mon billet, mais je crois qu'elle peut gagner cette élection présidentielle et elle peut faire de la différence s'il y a des débats. On note. Mathilde, pour vous, c'est mal parti, Valérie Pécresse. 45 secondes, expliquez-nous. Valérie Pécresse, elle ne prend pas de risque. Je pense que c'est le problème. Elle mène une campagne assez classique, assez ronronnante. Effectivement, elle coche les cases, comme expliquait Nicolas, mais on aimerait qu'elle fende un peu l'armure, qu'elle nous dise qui elle est, pourquoi en fait elle veut être présidente de la République, on n'a toujours pas très bien compris. Et son problème, c'est si les courbes se croisent avec Éric Zemmour, qui est très proche d'elle dans les sondages. Et à partir de ce moment-là, ça peut être le toboggan, parce qu'on sait que même dans son camp, si certains commencent à la lâcher, ça peut être terrible pour la suite de la campagne présidentielle pour Valérie Pécresse. Vous avez 6 secondes, vous voulez rajouter quelque chose? Elle a son meeting le 13 février, ça va être, je pense, une épreuve de vérité. Le grand meeting tant attendu de Valérie Pécresse. Emmanuel, vous êtes juge de paix, qui vous a le plus convaincu? Elle est en train de passer à côté de sa campagne, Valérie Pécresse? Non, je ne pense pas qu'elle passe à côté de sa campagne. Valérie Pécresse, c'est un diesel, hein. Mais c'est un diesel qui ne s'arrête pas, elle l'a fait à tout le monde. Elle l'a fait à ses adversaires de droite au moment de la régionale, des régionales qui ne l'ont pas vu venir. Elle l'a fait à la gauche, au régional, qui ne l'a pas vu venir. Et puis, elle l'a fait à ses compétiteurs de la primaire, qui ne l'ont pas vu venir non plus pour la primaire de la droite. Donc, moi, je pense qu'elle est comme ça. Il y a des tempos dans la campagne présidentielle. C'est une stratégie, vous voulez dire? Il y a des tempos. Elle est comme ça, mais il y a des tempos. Là, son tempo, c'était clairement le rassemblement, parce qu'on a vu ce que la division de la droite parlementaire pouvait avoir d'effet. En revanche, c'est vrai qu'elle a un problème d'incarnation. La pire cochonnerie qu'elle ait reçue, c'est celle de Rachida Dati. Oui, alors justement, on va le voir. Rachida Dati, qui, dans le Figaro, je précise, qui dit, Rachida Dati, qui dit qu'il va falloir ouvrir une seconde étape dans cette campagne, celle de l'incarnation. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est horrible. Je vais vous dire pourquoi c'est horrible, parce que c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de pire charge qu'une charge qui est vraie. Le problème, et vous avez raison de ce point de vue-là, Nicolas, c'est l'album Panini, c'est-à-dire qu'elle fait référence à tout le monde, puis elle a fait référence également à Margaret Thatcher, puis également à, n'oublions pas, à Merkel, qui est la vraie Valérie Pécresse. Moi, je pense que, la connaissant un peu, c'est la deuxième étape. Elle veut rassembler. Vous voyez bien qu'avec Rachida, son exercice de rassemblement, il n'est pas terminé et qu'elle a eu raison de faire attention. Et puis, elle va passer à une deuxième étape. En revanche, il faut que cette deuxième étape, elle soit rapide, elle soit efficace. Qu'elle soit efficace et qu'il n'y ait pas de courbe qui se croise, effectivement, avec Éric Zemmour. Elle a manqué deux moments fondateurs. Un, le meeting du Sacre, ce qui est essentiel à droite, mais à gauche aussi, d'ailleurs. La primaire, elle après la primaire, il fallait qu'elle fasse le meeting du SAC, ce qu'on fait toujours. Oui, et là, impossible avec le Covid. Et ben voilà, il a reculé devant le Covid. Je veux dire, un présidentiel. Elle n'avait pas le choix. Mais non, Nicolas, si vous me permettez, je pense que Zemmour l'a fait son meeting. Le 20 janvier de Hollande sera le meeting du 17 février de. Expliquez-nous parce que de 13, pardon. Expliquez-nous parce que le grand meeting. Je faisais référence à des grands meetings. Alors en la finance à Valérie Pécresse. Non, voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est le grand meeting de Chirac en 95. J'y ai fait référence. 17 février, porte de Versailles. Le grand meeting
meeting de Hollande, c'était 20 janvier, je ne sais plus, ou 20 janvier 2012. Je pense que le grand meeting de Valérie Pécresse, c'est celui qui arrive le 13 mai. Mais le second point, le second point, c'est quand elle a dit je baisserai les salaires de 10%, et puis 24 heures après, le patronat dit c'est pas possible, et Valérie Pécresse dit c'est pas possible. Je veux dire, là, vous avez vraiment ce qu'il ne faut jamais faire quand vous êtes candidat à la présidence de la République. Rachida Dati nous dit qu'elle est trop technocratique, Pierre. Oui, c'est vrai, elle est de cette classe politique qui a fait l'ENA, qui a fait les grandes écoles et qui, effectivement, a une espèce d'assurance de ces gens qui ne doutent jamais. Et ça, c'est parfois, alors peut-être que ça fait le beurre de certains hommes et des femmes politiques, mais c'est vrai que c'est dommage. Elle qui souhaitait trancher dans cette élection présidentielle, elle a cette image, effectivement, de femme très technocratique, très précise, très technique, trop technique sur les sujets qui sont les siens. Et je suis d'accord sur le fait qu'elle a fait des erreurs, et notamment, vous le rappeliez, sur la question des salaires. Elle aurait dû assumer, en femme de droite, justement, de vouloir augmenter les salaires. Elle a fait, je crois, un certain nombre d'autres erreurs quand elle décide de mener sa campagne sur l'extrême droite en ayant un discours très ferme sur les questions d'immigration ou de sécurité, alors que je pense que sa vocation, c'est aussi de pouvoir parler plus au centre et peut-être au centre-gauche, parce que je le disais, elle a un problème, Valérie Pécresse, c'est qu'elle doit parler à la droite de la droite, elle doit parler un peu au centre. Sans doute, et d'ailleurs, j'entends que ses amis des centristes qui l'ont rejoint, ils ont eu la garantie qu'elle ferait une campagne de centre-gauche, centre-droit au second tour, si elle devait être qualifiée pour arriver au second tour. Mais il va falloir qu'elle arrive effectivement à jongler sur un discours qui ne va pas être simple. Mais je crois en sa chance, en tout cas, d'être au second tour et surtout de capter un électorat très en colère après Emmanuel Macron, qui vient plutôt de la droite et de l'extrême droite, et aussi pour partie de la gauche. Parce que Valérie Pécresse sera le seul bulletin. Qui voterait pour Valérie Pécresse. Franchement, entre nous, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de différences sur le plan économique, sur le changement promis par l'un et par l'autre. Donc je pense qu'une partie de l'électorat de gauche, je l'entends quand les gens, dans les manifestations, chez les gens qu'on rencontre, que si le seul petit motif de satisfaction dans une élection présidentielle, c'est de virer Emmanuel Macron, le dégager, comme le disent certains, si ce bulletin c'est Valérie Pécresse, une partie de la gauche pourrait le faire. Je ne dis pas que ça sera massif, parce que je pense qu'il sera massif, ce sera plutôt l'électorat de droite et d'extrême droite. C'est sa seule chance à Valérie Pécresse, c'est de pouvoir réussir à s'imposer comme l'alternative à Emmanuel Macron, et donc à un moment de la campagne, de catalyser les bulletins de vote de ceux qui veulent éliminer Emmanuel Macron du pouvoir. C'est le scénario le pire pour le président, le tout sauf Macron. Je ne suis pas sûr qu'elle mise quand même sur les voix de gauche, Valérie Pécresse. Je ne sais pas si... Elle mise sur le tout sauf Macron, c'est ce que je vous dis, il y a un second tour Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, elle va miser sur le tout sauf Macron. C'est pour ça que son discours va être beaucoup plus recentré, sans doute. Emmanuel, Mathilde. Le principal, la ligne, à mon avis, qu'elle regarde, c'est pas tellement ces petits écarts qui peuvent arriver rolling après rolling du premier tour. Sa vraie ligne, quand on parle aussi de courbes qui se croisent, c'est les intentions second tour. C'est que si à un moment elle commence à décrocher totalement au second tour, effectivement, tout le discours qui consiste à dire « je suis l'alternative à Emmanuel Macron » saute. Donc, l'écart se resserre, se creuse. L'écart se creuse, se resserre entre elle et Marine Le Pen. Et ça, c'est très très dangereux pour Valérie Pécresse, parce qu'elle perdrait finalement ce qu'est son principal argument. C'est-à-dire que tous ses amis vous le disent. Ils disent si elle arrive au second tour, elle est élue. Voilà, moi, ce que j'ai entendu. C'est le vote utile, quoi. C'est le vote utile. L'arrivée, le soutien de Nicolas Sarkozy, ça peut changer quelque chose? On sait qu'elle l'attend beaucoup, ce soutien officiel. Que dalle. 800 000 sarcophanes. Voilà, qui est le score qu'il a fait à la primaire en 2016. Donc il y aura un effet Sarkozy. Non, rappelez-moi combien il avait fait à la primaire de la droite. C'est ce que je vous dis, il a fait 820 000 voix, donc 820 000 sarcophanes. Ouais. Non, encore une fois, c'est elle qui doit mener sa campagne. Les débats peuvent jouer un rôle, et c'est pour ça qu'elle cherche absolument à avoir son moment aussi face à Emmanuel Macron. On comprend bien la stratégie, mais effectivement, Nicolas Sarkozy, qu'il respecte ou pas son appartenance à sa famille politique, je ne suis pas sûre que dans les urnes, ça change beaucoup. La course des petits chevaux à gauche, la primaire populaire est terminée. Et pour la première fois dans l'histoire d'une primaire, nous avons plus de candidats après qu'avant le scrutin. Et c'est donc Christiane Taubira qui a remporté la mise chez les 392 000 votants. Vrai succès de participation, il faut préciser. Mais on a vu cette semaine qu'on pouvait passer de la mention bien plus le dimanche à la mention clairement insuffisante le mercredi. Écoutez Christiane Taubira. Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part,
et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Une candidature à la présidentielle, ça se prépare, Nicolas? Ça se prépare longtemps à l'avance, ça se mature, ça se réfléchit. Enfin, longtemps, ça dépend ce qu'on appelle longtemps. Il y en a qui vont très vite, on a vu avec Emmanuel Macron, mais le vide de ça et là, ça a été illustré. Et là, moi, j'aurais préféré qu'il y ait un trop-plein. Je n'y croyais pas, mais j'ai eu la confirmation ici. Et puis aussi dans le lapsus qu'elle a fait le soir même de son investiture, quand elle a dit, et j'ai oublié la phrase exacte, mais ça se terminait par on va gagner en 2002, quoi, un truc comme ça. 2002 étant la date de l'élection qui a perdu Jospin parce qu'elle s'était présentée. Jospin s'est perdu lui-même, mais elle y a contribué à sa petite mesure. Taubira, ni financement, ni parrainage, ni programme. Pourquoi elle allait se mettre dans ce bourbier, Emmanuel? Écoutez, elle a pratiquement tué Jospin, et puis là, elle va achever le PS, quoi. C'est-à-dire que quand vous voulez tuer la gauche, il faut appeler Taubira. C'est un peu ça, l'histoire. Il y a une tactique derrière, pour elle? Il y a quelque chose qui se joue? Je crois pas, non, je crois pas. Je crois qu'elles elles se sont habitées. Elle a été appelée par... vous parlez d'un succès de participation, 300 000 personnes. Il y avait combien 400 000. Il y avait combien la primaire de la gauche en 2017 qui a participé? 4 millions? Non, 2 millions. 2 millions. Non, c'était la primaire de la droite, pardon. Bon, donc succès de participation, elle a fait 64% de 400 000 personnes, c'est-à-dire l'échelle d'une circonscription. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu. Oui. Mais ça peut marcher à partir du moment où on le fait bien avant, à partir du moment où tout le monde accepte de jouer le jeu, mais pas fin janvier, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, fin janvier avec une élection début avril. Je veux dire, on marche à l'envers. Ça aurait pu marcher, Mathilde, pourquoi? Parce qu'elle aurait donné un élan à Christiane Taubira. Cette primaire aurait pu donner un élan. Peut-être qu'elle pourra donner un élan. Elle faisait le constat qu'il y avait peut-être un espace pour elle, étant donné qu'aucun autre candidat de gauche n'avait forcément de dynamique ou d'élan derrière lui. On voit que pour l'instant, ça ne prend pas. Ce qui s'est passé cette semaine ne risque pas de changer la donne. C'est assez désolant de voir qu'elle ne sait pas répondre à une question, qu'elle n'a pas préparé ça peut forcément. À tout le monde aussi, non? Oui, mais enfin, là, pas ça, pas là-dessus. Là, elle ne sait pas répondre. Et je pense que c'est assez désolant, même pour les électeurs. On s'interrogeait sur le désintérêt pour cette campagne. Quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à la hauteur? Non, c'est assez désolant comme spectacle. Taubira, elle passe à 5% dans le dernier sondage Harris Interactive pour Challenge. Il y a quand même une dynamique, Pierre, non? Comme il y va. À partir de combien vous considérez qu'elle a gagné? Parce qu'on est à gauche, on reste à gauche. On n'est pas sur gagné une dynamique à 5%. C'est la dynamique. Il y a un petit élan. Ah ouais. Il est nécessaire de donner un peu d'optimisme à l'électorat de gauche et aux sympathisants de gauche, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un effet primaire. Ça a été rappelé. Je pense que cette primaire aurait pu être une occasion, mais ça aurait dû être une occasion si l'ensemble de ceux qui se revendiquent de la gauche et des écologistes avaient participé à cette primaire. Je pense que tout sympathisant, tout électeur de gauche aurait voulu son débat des candidats de la gauche nous présenter d'abord leur personnalité, leur charisme, leur volonté leur manière dont ils incarnent ou incarneraient en tout cas la fonction présidentielle, et puis leurs projets, leurs perspectives pour le pays. Je pense que ce débat aurait été utile aux Français. Il est encore temps d'ailleurs, même si ce ne sera plus dans le cadre de la primaire, mais il sera encore temps de voir s'affronter ou discuter, échanger les différents candidats pour qu'on comprenne aussi la raison pour laquelle il y a autant de candidats. Est-ce qu'il y a véritablement autant de désaccords entre les différents candidats de gauche et des écologistes? Ça, c'est une vraie question. Quant à Christiane Taubira, c'est vrai que l'extrait que vous avez montré, il est fâcheux parce qu'on entend beaucoup l'électorat, enfin les personnalités de gauche, les hommes et les femmes politiques de gauche nous dire depuis 6 mois, il y en a ras-le-bol dans les médias ou dans la politique, on ne parle que d'immigration, que de sécurité, que d'identité. Et bien là, la gauche, grâce à la Fondation Abbé Pierre, avait l'occasion, en tout cas avec Christiane Taubira, justement de proposer des choses, de faire émerger dans le débat public des propositions qui sont importantes pour les gens, parce que ça concerne le pouvoir d'achat, c'est le premier poste budgétaire des Français, le logement. Donc je pense que là, il y a une véritable faute politique, au point même que dans son entourage, on se pose déjà la question de
du débranchement de Christiane Taubira. Donc, oui, je pense que... Qui débrancherait Christiane Taubira? C'est une bonne question, parce que savez-vous qui est l'entourage de Christiane Taubira? Ça fait partie de la problématique aussi. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde en tout cas qui est derrière Christiane Taubira, et ça fait partie aussi des problèmes que Christiane Taubira va avoir à gérer. Elle est un peu isolée, elle est un peu esselée. Il y a certes le Parti radical de gauche qui lui-même est déjà divisé sur le soutien ou non à Christiane Taubira. On sait aussi que le Parti radical de gauche discute avec le Parti socialiste, parce qu'après l'élection présidentielle, il y a les législatives, et c'est important aussi d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que la candidature de Christiane Taubira, elle interroge, elle aurait pu être peut-être une opportunité, peut-être beaucoup y ont vu un espoir. Je pense qu'elle fait la démonstration aujourd'hui qu'elle est plutôt une épine dans le pied de la gauche. Conséquence de cette remontée de Taubira, on va dire que c'est une remontée quand même dans les sondages, l'effondrement d'Anne Hidalgo, elle est à 2% des intentions de vote. On va l'écouter réagir précisément à la victoire de Christiane Taubira. Une candidate de plus, c'est tout. Ça aurait pu être un moment de rassemblement et de rassemblement de toute la gauche pour une candidature unique. C'est une candidature de plus. Elle a dit qu'elle allait vous appeler. Elle ne renonce pas à faire l'union de la gauche. Une candidature de plus. Bon, c'est mal parti, du coup. Bah, écoutez, moi, je l'ai dit, comme d'autres, voilà. Vous ne vous sentez pas engagé par ce résultat? Non, absolument. Et je continuerai, comme je l'ai dit avant, d'ailleurs, cette campagne avec des très, très beaux sujets et puis avec une proposition d'une gauche républicaine, social-démocrate, écologiste que je porte. Emmanuel, semaine encore un peu compliquée pour Anne Hidalgo. J'hésite entre le fou rire et la peine profonde. Parce que cette pauvre dame traîne quand même cette présidentielle comme une espèce de boulet. Rien n'imprime, rien ne marche. Elle a dans la poche le parfait manuel de toutes les erreurs à ne pas faire qu'elle commet de manière relativement systématique. Lesquelles, par exemple? Là, c'est quand même elle qui a ouvert la porte à une primaire sur laquelle elle s'est fait jeter, pour qu'ensuite on l'organise différemment et qu'on l'amène à elle-même dire « mais moi, finalement, je n'en veux pas ». Là, elle a commencé à 7, elle est à 5, elle est à 2, elle va bientôt trouver du pétrole. Elle a divisé par 3 son score d'intention de vote depuis son entrée en campagne en septembre. La question qui se pose, c'est est-ce qu'une candidate au premier tour peut faire un score négatif? Ça va être ça l'enjeu avec Anne Hidalgo si ça continue. Vous êtes aussi cruel, Mathilde, avec Anne Hidalgo? C'est l'histoire d'une longue débâcle depuis le mois de septembre. Là, on voit mal comment, effectivement, elle peut inverser la donne. Ce que ça dit aussi de ce parti, le Parti socialiste, ou même la gauche dans son ensemble, c'est qu'ils ne se sont pas remis de 2017, de ce séisme politique. Ils n'ont pas travaillé, il n'y a pas de nouvelles idées, il n'y a pas de nouveaux logiciels. Oui, Bernard Cazeneuve qui lui-même... Qui il est dans une position logiciel. assez confortable parce qu'il n'est pas candidat et il n'a pas souhaité s'engager. Mais c'est assez dramatique pour les électeurs. On a l'impression que chacun moi, joue un peu l'après. À la différence, ça me fait une peine profonde, parce que c'est ma famille. C'est ma matrice originelle dans la social-démocratie. Je ne peux pas regarder ce spectacle depuis le début. Mais depuis le début, quand remonte ce début. Mais alors comment vous l'expliquez? Il y a plusieurs raisons. Elle a évoqué très justement l'absence de travail de fond, de bilan. Ils ont considéré que Hollande avait trahi la social-démocratie. Donc c'était quand même une façon de régler son passé en faisant qu'un passif qui m'a semblé quand même absolument hallucinant. C'est pas ça que j'appelle travailler. Ensuite, son entrée en campagne, elle a été lamentable. C'est-à-dire, on n'entre pas en campagne présidentielle en disant je vous présente l'équipe de France. Non, c'est un geste, c'est de soi. Je veux dire, c'est un geste individuel. C'est pas ça. Enfin, tu l'avais très bien évoqué, le fait qu'elle dit je vais participer à la primaire finalement, primaire populaire. Et puis non, j'y vais plus. Hein. Et puis attention, ça compte pas. Enfin, c'était n'importe quoi. Et pour terminer, quand même, le bilan sur Paris est terrible. Entre saccage Paris et puis l'explosion là dont elle ne s'est pas occupée, excusez-moi, je rue de Trévise. Voilà, rue de Trévise, pardon. Rue de Trévise, je veux dire, qui était un drame terrible dans cette ville. Ça joue contre elle aussi. Hein, oui, ça a joué terriblement. Elle n'a pas manifesté d'empathie. Je veux dire, il y a une absence d'empathie. Il faut, d'une certaine façon, j'allais faire la comparaison avec Zemmour. C'est une des faiblesses terribles quand vous êtes candidat à la présidentielle que d'être incapable de prendre la souffrance des autres sur votre dos. On va rester à gauche. La gauche contre la gauche. Fabien Roussel joue-t-il contre son camp? Il a en tout cas réussi un très beau dribble cette semaine sur le plateau de Public Sénat. Le candidat communiste tape de plus en plus fort sur ses camarades de gauche. Écoutez, c'était mercredi dans la matinale Public Sénat.
Les Verts, les écolos, les Mélenchon, tout ça, ils disent on va isoler tous les bâtiments et donc ils paieront moins cher l'électricité. Mais Tintin, hein, et ceux qui ont isolé leur maison comme moi je l'ai fait, je paye pas moins cher d'électricité. Parce que si ma maison elle est isolée, mon électricité elle a augmenté de 50%. Donc vous dire quoi? Mélenchon, donc, les Verts, ils mentent aux Français aujourd'hui? Mais c'est parce que c'est faux, les gens le voient bien. Donc ils mentent aux Français? Ils vivent pas, oui, ils mentent. Ils vivent pas dans le même monde que nous. Enfin, les gens savent bien que quand on isole sa maison aujourd'hui, on consomme moins d'électricité, et c'est tant mieux. Mais on ne paye pas moins cher, parce que l'électricité augmente. Pierre, à quoi il joue Fabien Roussel? Il joue la compétition à gauche, c'est-à-dire que comme la gauche a déjà acté sa défaite, en tout cas je pense que l'une des raisons de la candidature de Fabien Roussel, c'est précisément parce que le Parti communiste français a acté que la gauche ne gagnerait pas cette élection présidentielle et que son objectif, comme il l'a d'ailleurs décidé lors de son orientation, décidé en congrès du Parti communiste français, c'est d'un retour aux fondamentaux de ce qu'est le communisme de Georges Marchais, où on parle fort, on n'a pas peur de parler des questions de sécurité, on n'a pas peur de dire qu'il faut expulser des étrangers quand il faut expulser des étrangers. Il n'y a pas eu de renouvellement de logiciel, quoi. Si, justement, il y a un renouvellement de logiciel du Parti communiste français. Le Parti communiste français avait choisi cette stratégie de ne plus présenter de candidat à l'élection présidentielle et de choisir l'union, d'essayer de discuter, de trouver des formes de consensus, de compromis pour porter une candidature qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon en 2012, qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et qui aujourd'hui fait le choix d'un retour aux fondamentaux en faisant exister dans le débat public le Parti communiste français. On ne peut pas dire que c'est plutôt un succès. Il a plutôt eu raison de faire cette stratégie, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup. On parle beaucoup de Fabien Roussel, on parle beaucoup de la famille communiste. Ouais. On en parle dans des termes qui parfois peuvent dérouter l'électorat de gauche. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'attendait pas de Valérie Pécresse qui s'adresse à l'électorat de gauche. Lui dit clairement qu'il veut conquérir l'électorat de la droite sociale. Donc je pense que l'électorat de gauche s'y perd un peu. Et puis non seulement il s'y perd, mais surtout il risque de porter une responsabilité importante. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon dit toujours qu'il est en capacité d'atteindre le second tour. Eh bien, les 2, 3, peut-être 4% que Fabien Roussel peut faire dans l'élection présidentielle, il risque de coûter cher aussi à la défaite de la gauche et donc de celle de Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel, il a 2,5% dans les sondages. Il est devant Anne Hidalgo. Je crois qu'un candidat communiste devant un candidat socialiste, c'était plus arrivé depuis 69, Nicolas. C'est ça? Donc ça fonctionne un peu. Oui, mais enfin... Pardon, c'est comme pour Jospin, Mélenchon est capable de perdre tout seul des électeurs comme Jospin était capable de perdre tout seul. Il n'a pas besoin de Roussel. C'est pas le même contexte. Il y en a un qui sortait du pouvoir. Mélenchon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on c'est la même famille politique. C'est ça que je veux dire. Oui, mais on perd. S'il n'avait pas humilié comme il l'a fait les communistes, il n'aurait pas présenté de liste. De même, c'est vrai aussi que Roussel et les communistes ont été humiliés aussi par les socialistes précédemment et puis par l'histoire aussi. Donc, il y avait un moment historique où ils avaient besoin d'exister. Et moi, je dois reconnaître qu'il fonctionne bien, quoi. Il a une communication, c'est pas seulement son côté James Dean du Nord, c'est quelque chose de fraternel, de gai. Et puis, il a justement, sur ce positivisme, il a repris quelque chose que la gauche a perdu. La gauche est le progrès, en principe. Et ben, lui, il dit, moi, je suis pour le progrès. Et puis il reprend les jours heureux de la résistance. Donc, il fonctionne, mais donc il reste à 2,5 dans les sondages. C'est quoi? Il essaie de grappiller les miettes qui restent un peu à gauche, Emmanuel? Non, alors moi, contrairement à Pierre, au contraire, je pense qu'ils ont changé ils reviennent pas du tout aux fondamentaux. C'est au contraire. C'est eux qui le disent. Oui, mais c'est pas parce qu'ils le disent. Ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup moins idéologue que la plupart des candidats communistes précédemment. Il est pragmatique. Il est frais, effectivement. Et que ses concurrents de gauche. Et que ses concurrents de gauche, absolument. Il est frais, il parle de la vie. Regardez, il parle de la vraie vie des gens, mais en des termes qui sont tout à fait compréhensibles. Il va sur des terrains sur lesquels on n'attendait pas les communistes français sur un certain nombre de terrains. Quand il dit « je veux conquérir l'électorat de la droite sociale », pardon, mais je ne pense pas que Georges Marchais eût pu prononcer une phrase pareille. C'est en cela que je dis qu'ils ne reviennent pas sur leurs fondamentaux. Pourquoi il essaye d'aller sur les terrains maintenant de la droite nationale? Est-ce que ça peut fonctionner déjà? Non. Bon, non, ça ne fonctionnera pas. Non, bien sûr que non. Mais ça permet au Parti communiste d'exister à un moment qui est très bien choisi. C'est qu'ils ont anticipé, effectivement, ça je suis d'accord, sur l'effondrement total du Parti socialiste qui a choisi la mauvaise candidate. Et ce qui se joue derrière, ce n'est pas l'élection présidentielle. C'est le maillage du territoire. Ce sont les élections législatives, les élections intermédiaires. C'est leur survie qui existe. N'oubliez pas quand même que c'est aux élections législatives que va se déterminer l'enveloppe budgétaire que l'État donne à chacun des partis politiques. C'est pas à l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses qui donc se jouent il faut préparer quand même une forme de dynamique, essayer de redonner un espoir et essayer d'avoir un rapport de force qui permette d'avoir à tout le moins de conserver les circonscriptions, voire d'élargir le nombre de circonscriptions, parce que c'est une question
de survie financière pour ces partis politiques. Mathilde, c'est la bonne surprise, la surprise en tout cas, Fabien Roussel, de cette présidentielle jusque-là, de cette campagne? C'est un bon candidat, et il a le mérite, comme disait Emmanuel, de faire exister la voix des communistes dans cette élection, alors des communistes un peu new look, il faut le dire. Donc c'est intéressant, on voit qu'il compte dans le débat, qu'il ne ménage pas ses efforts aussi pour essayer d'incarner cette gauche du travail. Ça aussi, c'est un champ qui a été abandonné par le Parti socialiste. Anne Hidalgo a le plus grand mal à porter cette voie-là. Donc il récupère la gauche du travail, la gauche, voilà, il est pro-nucléaire, productiviste. Donc c'est sûr que ça détonne. Il y a combien de gauches irréconciliables aujourd'hui, Pierre, vous spécialiste de la gauche? Je ne crois pas qu'il y ait des gauches irréconciliables. Et c'est d'ailleurs ce qui est navrant dans ce débat politique de cette campagne présidentielle, c'est que la gauche surjoue les divisions. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon hier dans son meeting, c'était à Tours, je crois, où il s'est adressé justement aux communistes en disant « On a toujours eu des différences, la gauche a toujours eu des différences, la gauche existe parce qu'elle est plurielle, parce qu'elle est diverse, il y a des sensibilités différentes, mais la gauche a vocation à se rassembler précisément pour porter les aspirations des uns et des autres. » Alors, il y a un sujet de désaccord majeur avec les communistes, Jean-Luc Mélenchon, et y compris le Parti socialiste et les écologistes, qui met évidemment les communistes de côté, c'est la question du nucléaire. Ça, c'est sûr, il y a un désaccord là-dessus. Mais c'est pas ça. Le principal désaccord, selon vous, aujourd'hui? Je pense que c'est le principal désaccord. Il y en a d'autres, il y a la question européenne, il y a la question de la République. Anne Hidalgo, elle n'a pas... Toutes les 3 phrases, elle nous explique quelle est la gauche républicaine. Il faudrait qu'on nous explique quelle est la gauche non républicaine, du coup. Donc il y a évidemment des sujets, je ne crois pas qu'il y ait, en tout cas dans les candidats à l'élection présidentielle, de gens qui se revendiquent d'une gauche non républicaine. Mais je pense que le problème de cette élection, c'est que la gauche explose parce qu'ils mettent en scène leurs divisions, qui ne sont pas des divisions insurmontables. Donc la théorie de Manuel Valls des gauches irréconciliables, je la laisse à Manuel Valls, qui, je ne crois pas, en tout cas, je ne crois pas qu'il fasse partie encore du camp de la gauche aujourd'hui, Manuel Valls. Nicolas, le mot de la fin peut-être sur cette question des gauches, et éventuellement irréconciliables peut-être? On verra ça après l'élection qu'ils vont perdre de manière épouvantable, et les législatives dans la foulée, ça va être une deuxième lame. On arrive au terme de ce débat. Mais avant de se quitter, c'est l'heure du top flop. À chacun d'entre vous, une question simple. Lequel des candidats a marqué, selon vous, le plus de points cette semaine dans la course à l'Élysée? Lequel en a perdu le plus? Mathilde, vous commencez. Votre top, votre flop. Alors, le top, on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que, voilà, on vient d'expliquer tout ce qui minait la gauche dans cette élection. Jean-Luc Mélenchon, il peut s'accaparer le vote utile à gauche. On voit qu'il est constant, qu'il fait campagne et qu'il mène une campagne intéressante. Et oui, on sait que c'est un bon débatteur, un bon orateur. Donc, il trace son chemin. On pensait qu'il était affaibli, qu'il avait sa carrière politique derrière lui. Et en fait, il a encore une carte à jouer dans cette élection. Et votre flop? Le flop, on en a parlé, c'est Christiane Taubira, vraiment, qui cette semaine horribilis pour elle et tous ses loupés, pas seulement de communication ou de lapsus, aussi cette impréparation, cette démarche iconique et finalement assez creuse, qui est assez désolante. Emmanuel, lequel des candidats a marqué le plus de points cette semaine? Pour moi, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il a occupé l'espace, que son déplacement dans le Nord... a permis à tous les autres finalement d'être totalement inaudibles, si ce n'est sur leur division et en tous les cas à l'extrême droite. Donc pour moi, c'est clairement Emmanuel Macron qui mène la danse et qui oblige tous les danseurs derrière à continuer le ballet, pendant que c'est lui qui donne le tempo. Et comme dans une élection présidentielle, je suis intimement persuadé que celui qui dicte l'agenda prend quand même une longueur d'avance. D'ailleurs, dans les sondages, vous le voyez, il ne bouge pas. Il a toujours ses 10 points. Votre flop, Emmanuel, laissez-moi deviner, Christiane Taubira. Alors oui, c'est Christiane Taubira, mais alors pour résumer, puisque je crois qu'on est nombreux à avoir pris Christiane Taubira et pour cause sur le plateau, je trouve que l'impréparation avec laquelle je suis évidemment d'accord, Mathilde, démontre quand même finalement presque une forme d'irrespect pour l'élection présidentielle. Pierre? Mon top, c'est ça? Oui. Mon top, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Nathalie Arthaud. C'est original. Justement pour ça, pour qu'on l'applaudisse. Justement pour qu'on l'applaudisse un tout petit peu. Et évidemment, elle est créditée de 0% avec la marge d'erreur, donc elle peut toujours arriver à 2%. On en rigole, mais elle est celle qui a obtenu le maximum de parrainage cette semaine. Et donc c'est pour ça que je pense que ça valait le coup de le rappeler, que la gauche. Et le flop, c'est Christiane Taubira, hélas aussi, pour les mêmes raisons. Et
puis aussi parce que c'est une première semaine de campagne pour elle et qu'elle est, je pense, décevante. Nicolas, oui, mon top, on l'a évoqué rapidement, hein, Emmanuel Macron, parce que son voyage dans le Nord était un modèle, vraiment, hein, entre l'usine de batterie d'un côté, le Scribassi qui l'amène au Louvre-Lens, c'est formidable. Et j'ajoute les signatures, que ça se termine par les signatures. Surprise générale, vous avez un parti qui est fumeux, inexistant, gazeux, et paf, il est premier dans les signatures. Et le flop? Le flop, on y revient sur Taubira, mais au-delà de Taubira, c'est la primaire dite populaire qui a suscité des espérances dont on savait qu'il se casserait la figure après. Merci beaucoup. La question, c'est la bataille, ce sera entre Artaud et Hidalgo. On en reparlera. Merci beaucoup. On va suivre ça de très près. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les 4 d'avoir participé. Merci à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors continuez, restez informés, restez sur Public Sénat. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Excellent week-end à tous. Bye bye.